Toutes et à tous, il est 18 h, à pouvoir démarrer, s'il vous plaît. Donc avant de faire l'appel, nous avons le plaisir d'accueillir un nouveau conseiller municipal issu du groupe Entre Vert et Mer, donc monsieur Éric Garnier, donc l'usage républicain, je vais lui laisser la parole. Si, ah bon. Ça va être encore pire. Donc, monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints au maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, de la majorité et de l'opposition, bien sûr. Il manquerait plus que ça. Il y a 8 ans, j'effectuais la passation entre notre équipe et celle de Jean-Claude Mahé, avec une certaine émotion dans la voix. Et donc aujourd'hui, je reviens au sein de cette assemblée à nouveau avec une certaine émotion, mais pour finir la mandature cette fois. J'aurais pu vous chanter Eric Comeback où il s'en va et il revient, mais je vous en ferai grâce. Je retrouve des personnes que je croise régulièrement dans la vie quotidienne avec plaisir, mais je retrouve également des Brutus et des Thénardier. Et je ne crois pas que vous allez y gagner au change. Tout ce qui ira dans le sens de Dinard, des Dinardaises et des Dinardais sera bien sûr approuvé et voté, mais dans le cas contraire, cela sera débattu et combattu, et bien sûr avec la plus grande fermeté. Je profite surtout de l'occasion afin de rendre hommage à Madame Martina Cravella-Schutz, qui me passe son témoin. Et quand bien même je connais son côté clivant, je connais surtout son amour immodéré pour notre belle ville de Dinard, ville pour laquelle elle a donné un quart de siècle d'engagement politique. Et je tenais tout particulièrement pour moi, mon introduction et mon arrivée, à ce que cela soit dit. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, monsieur Garnier. Donc je vais pouvoir procéder à l'appel. Donc Arnaud Salmon présent, Marie-Claire Mervin, Martine Guénégan, Christian Fontaine, Muriel Béziel, Vincent Rémy, Catherine Cabot, Philippe Bécan, Mirella Jean de Dieu, Frédéric Soyer, Kevin Stanbacher, Christian Chauffour, Laure Zatorchi est absente, je crois. Joyce Doumage a donné pouvoir à Marie-Claire Mervin, Gwenaëlle Védy, Thierry de la Fournière, Eva Hélène a donné pouvoir à Catherine Cabot, ainsi que Marion Vattard à Muriel Béziel, Jean-Patrick Guibou, Valérie Simon a donné pouvoir à Frédéric Soyer, Michel Armandari, présente, Éric Dièvre, Marc Lougiffon, on devrait arriver, je pense, Yannick Loisance, Nolwenn Guillou, Bruno Deslandes, Catherine Guguin-Grassi, Claudia Gauvin qui a donné pouvoir à Annick Porte, Fabrice Le Toquin, Annick Porte, Jean-Louis Vergne, Claude Bénézite et Éric Garnier. Je vous remercie. Donc, le quorum est atteint. La séance est donc ouverte. Donc, comme chaque séance, il me faut un ou une secrétaire de séance. Est-il des volontaires? Mme Guillou, Monsieur Soyer. Mme Guillou, très bien. Pas d'opposition, pas d'abstention. Alors, on va commencer comme le traditionnel adoption du procès-verbal du 15 juillet dernier du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur le PV? Donc, je vous propose d'en prendre Mme Guillou. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai une intervention qui relève plus de la contribution que de la question. Je suggère qu'en passe 14, il soit plus mentionné une suspension de séance plutôt qu'une levée de séance pour pas qu'il y ait de vice de forme sur la procédure, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui s'engouffre dans l'interstice et fasse annuler les délibérations suivantes. Je sais pas, j'ai pas vérifié. On a d'autres sujets à traiter ce soir. J'ai pas vérifié si vous avez dit levée ou suspension de séance. On a bien compris que vous aviez engagé une suspension, mais dans le PV, c'est marqué levée, et je crois que ça peut poser un problème de légalité. Je pense qu'il vaut mieux le remplacer. Je rappelle qu'on remet à relecture le procès-verbal avant chaque séance, justement pour que chacun et chacune puisse apporter leur correction. C'est ce que je fais maintenant. Donc voilà, oui. Mais on le soumet par écrit et par mail. Comme c'est à l'ordre du jour, je le soumets maintenant, mais c'est une contribution. Et je pense que c'est mieux pour la collectivité que ce soit marqué suspension plutôt que levée. Très bien, j'entends votre contribution. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose en l'état d'en prendre acte. Je vous remercie. Point 2.
Point 2, donc cession d'une parcelle AC 195P, 6 boulevard de la Libération, au profit des consorts Vachereau, Christian Fontaine. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on peut afficher à l'écran là? Voilà, merci. Donc, Monsieur et Madame Vachereau ont entrepris l'acquisition depuis 2003 de la réhabilitation et la valorisation du manoir de la Baronnais, ainsi que de ses dépendances et les jardins qui la jouxtent. La première autorisation d'urbanisme a été accordée en 2025 qui prévoit la transformation des bâtiments au sud du site, le long du pré aux ânes qui appartient à la ville de Dinard. Il y sera fait 5 logements, comme vous le voyez sur la diapositive qui vous est passée, qui verra arriver des étudiants et des saisonniers. À terme, l'ensemble de la construction sera rénové. Or, il apparaît que le gabarit et les dénivelés de l'accès actuel par le boulevard de la Libération. Est-ce qu'on peut mettre le plan d'accès? Merci beaucoup. Or, il apparaît que le gabarit et les dénivelés de l'actuel boulevard de la Libération rend les circulations particulièrement difficiles pour les futurs travaux et également pour les accès de manière générale. Par ailleurs, au regard de la localisation des lieux au sein du secteur du SPR, secteur patrimonial remarquable, les travaux doivent se mettre en exergue avec l'historicité du site. En conséquence, il est proposé la remise en service de l'accès en direction du pré aux ânes. C'est la parcelle que vous voyez en triangle. Est-ce qu'on peut revenir sur le parcellaire, s'il vous plaît? Voilà, c'est ça, la parcelle verte, là, qui initialement et d'ailleurs était propriété de l'ensemble de cette opération de la Baronnais. Donc, en conséquence, il est proposé la remise en service d'un accès au niveau du pré aux ânes, tel qu'il existait au XXe siècle. Cet accès permettra, entre autres, de desservir la Baronnais elle-même par la voie d'accès à partir du secteur de Port-Breton. Dans le même esprit, des plantations de fruitiers faisant écho au verger d'antan seront faites. À cette fin, il est nécessaire d'organiser une cession foncière d'une portion du pré aux ânes pour que le porteur de projet puisse faire les aménagements nécessaires. En détachement de la parcelle A195, le géomètre expert a procédé à la création d'une nouvelle parcelle cessible, non constructible, d'une surface de 627 m², dont les services fiscaux estiment la valeur à 8 800 €. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir à tous, merci. Alors d'abord une question d'appellation. Dans ma mémoire, mais je n'ai pas retrouvé de traces, le pré aux ânes, ça ne se trouve pas là, ça se trouve en haut de la prairie aux animaux, juste dans le haut du parc animalier de Port-Breton et juste en dessous du démarrage du parking des Vents au centre équestre. Tout à fait possible. Donc je ne suis pas convaincue que cette parcelle-là, cet endroit-là où l'on met effectivement des chevaux à paître, s'appelle le pré aux ânes. Ça reste à vérifier avant de valider la délite, probablement. Alors, deuxième question, plus sur le fond. Est-ce qu'on peut revenir, s'il vous plaît, à la diapo du plan? Merci. Quel type de circulation envisagez-vous sur cette parcelle? Où les cheminements vont-ils passer? Et est-ce que l'arceau qui existe actuellement en pierre, qui est la desserte de la descente au parc de Port-Breton et au parking de Port-Breton, va rester? Est-ce qu'il y aura toujours un sens aller sur cet arceau et un sens retour à droite de l'arceau? Qu'est-ce que vous prévoyez comme circulation à cet endroit-là? Pardon. Pour revenir à la notion du lieu-dit pré aux ânes ou pas pré aux ânes, ce qui est important dans la vente du terrain, c'est la référence cadastrale. Après, le lieu-dit, c'est autre chose. Après, on vérifiera. Hein. Mais encore une fois, ce qui est très important, c'est l'appellation cadastrale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur le chemin d'accès? On va le laisser en l'état, on va repousser la clôture. Le futur acquéreur va repousser la clôture de telle sorte que l'accès puisse continuer pour se faire sur Port-Breton, ainsi que sur la limite où aujourd'hui vous avez d'autres chevaux qui pèsent dans le pré d'à côté. Est-ce que je réponds à votre question? Soit c'était pas clair, soit je suis pas clair, mais j'ai pas compris. La descente, elle est le long du trait jaune qui descend le long de Port-Breton? C'est-à-dire que la sortie sur la route de la Libération sera la même qu'actuellement? Vous voyez ça comme ça? Non, je parlais, moi, de l'accès général, je dirais, de la population à Port-Breton. Vous parlez de l'accès particulier à l'opération, c'est bien ça? Les deux, mon colonel. La descente au Port-Breton, bien sûr, mais aussi l'accès à la Baronnais. D'accord. En fait, l'accès à la Baronnais, vous voyez, c'est les petites parties qui est mentionnée en trait mixte pointillé
Voilà, c'est ça, exactement. Qui est d'ailleurs parallèle, sensiblement. Il y a moyen, effectivement, avec la petite souris, de balader. Par là, par là. Voilà, on y est. Ça, c'est ce qui est mentionné là. C'est l'accès pour aller à la Baronnais, d'accord? Le chemin qui va être aménagé par les futurs propriétaires. Et après, vous avez un autre accès de l'autre côté, qui est un accès privé, en fait. Alors, question corollaire. Comment est-ce qu'il est prévu de protéger les animaux qui vont être, pour le coup, en bordure de cet accès à la Baronnais au futur? Qui vont Ici, là rester dans la partie basse. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui est prévu à cet endroit-là et comment on gère cette cohabitation? Parce que jusqu'à présent, il y avait un recul important entre la clôture, puisqu'il y a un pavage avec une évacuation d'eau dans la clôture de descente à Port-Breton. Donc il y avait un recul important entre clôture et circulation. Le recul va disparaître, mais comme ça ne descend pas jusqu'en bas, c'est pas dramatique. En revanche, sur la partie retour vers la Baronnais, il faut absolument qu'il y ait une distance de sécurité importante entre circulation et poney, chevaux. Là, c'est ce qu'on voit sur le plan, c'est-à-dire qu'entre la partie circulation, alors évidemment, c'est pas à l'échelle, enfin c'est à l'échelle, mais on se rend pas compte sur la diapo, mais il y a bien, je sais pas combien, 7-8 mètres au minimum entre l'extrémité de la voie, enfin la limite de la voie intérieure et la limite de la future emprise. Donc, Ok, s'il y a 7-8 mètres, c'est bien. oui, S'il y a moins, c'est pas bien. Au moins ça. En partie basse, hein. Oui, En bien bas, sûr. Là où ils vont tourner, quoi. Oui, oui. Rapidement. pour Voilà, c'est certains. ça. Et en partie haute, vous avez encore, on voit bien dans le plan. En partie haute, il n'y a pas de problème. C'est c'est en encore partie plus basse que important. ça me gênait sur votre plan. Bah, puis s'il faut, le cas échéant, si vous voulez améliorer la pente pour qu'il y ait un excès, pour modifier, si vous voulez, l'entrée, parce qu'en fait, ça, c'est un dessin qui représente l'intérieur de ce que l'on vend. C'est la proposition qui a été faite par le futur propriétaire. S'il faut qu'on décale de 3-4 mètres l'entrée, c'est pas du tout un problème d'accessibilité en soi. Et tout ça est à la charge du propriétaire, y compris la reconstruction de clôture, etc. Absolument. Merci. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, Monsieur le maire propose donc au conseil municipal de prendre les décisions suivantes, d'approuver la cession d'une parcelle d'environ 627 mètres carrés en détachement de la parcelle AC 195 au bénéfice de Monsieur et Madame Vachereau pour un prix forfaitaire de 8 800 € suivant le projet de DMPC, document modificatif parcellaire cadastral. Je vous épargne l'appellation qui est annexée à la présente délibération. Article 2, préciser que les preneurs devront la plantation d'un verger sur leur dit terrain, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Préciser que l'ensemble des frais du dossier de géomètre d'aménagement, y compris la restitution de la clôture au bénéfice de la ville, seront, comme je le disais, à la charge du preneur. Et enfin, autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette affaire. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Merci M. Fontaine. Donc, on peut passer au point 3, donc une convention entre Enedis et la commune de Dinard pour la mise en place d'une installation électrique sur la parcelle B299 au Port-Blanc, rue de Sternberg. Christian Fontaine. Pareil, s'il y a moyen de mettre un petit plan. Oui, non, on n'a pas de plan. Bon, c'est pas très grave. En fait, cet aménagement, il est consécutif à la réalisation d'une tribune. Et donc, dans le cadre de la modernisation des tribunes de Port-Blanc, la société Vincent Forest Travaux Publics, VFTP, qui est mandatée par Enedis, est missionnée pour l'installation d'une nouvelle armoire de comptage électrique au niveau de la clôture du stade de Port-Blanc, situé rue de Sternberg. La commune étant propriétaire de la parcelle, il convient de formaliser une convention de servitude pour le passage du réseau électrique ainsi que de cette armoire. Est-ce que vous avez des questions? Mme Guillaume. Une petite question pour une pointe d'humour en début de conseil. Est-ce qu'on parle bien du complexe événementiel et sportif quand on dit tribune? C'est bien celui-ci? C'est sans doute un C'est accord sans de doute langage de celui-ci. ma part. Voilà. Oui, il s'agit bien sûr de cet C'est équipement. celui-ci. Donc la délibération porte sur un équipement lié à l'équipement sportif et événementiel et pas la nature du projet. Voilà. C'était juste ma précision. Ce n'est pas une question. Merci. Cette précision étant faite, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres observations? Dans ce cas, Monsieur le maire vous propose d'approuver le projet de convention de servitude entre Enedis et la commune de Dinard, autorisant la mise en place d'une armoire électrique sur la parcelle B 299, étant entendu que les frais afférents seront à la charge d'Enedis.
Et enfin, article 2, d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette décision. Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci à M. Fontaine. Point 4, convention également entre Enedis et la commune du Nard pour la mise en place d'une installation électrique sur la parcelle E696 au 24 bis rue Abbé Langevin. Christian Fontaine. Je continue mon one-man show là, ce soir. Afin de raccorder au réseau électrique public un bâtiment en rénovation qui s'appelle l'hôtel Dinardet, situé 24 boulevard Albert Langevin, la société Alès et compagnie a mandaté par le groupe Enedis, demande à la commune de Dinard la constitution d'une servitude pour la réalisation de cette opération. Donc la commune est en effet propriétaire de la parcelle E685 où serait implanté ce futur réseau. Il convient en conséquence de formaliser une convention de servitude. Tous les frais, droits et honoraires sont à la charge d'Enedis. Le projet de convention est consultable au service gestion financière de la mairie aux heures d'ouverture classiques. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Alors, s'il n'y a pas de questions, monsieur le maire vous propose d'approuver le projet de convention de servitude avec Enedis et la commune de Dinard autorisant la mise en place d'une installation électrique sur la parcelle E687, étant entendu que les frais afférents à ce dossier sont à la charge d'Enedis, et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à cette décision. Des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Merci. M. Fontaine, point 5, convention entre GRDF et la commune de Dinard pour le renouvellement de la conduite de gaz sur les parcelles B766 et E983 rue de Sternberg. Christian Fontaine. Donc là, on va intégrer notre plan Marshall. Vous savez bien que dans le cadre du plan Marshall, il y a un certain nombre d'équipements qui ont été revus, que ce soit de l'eau potable, de l'assainissement, de l'électricité ou du gaz. Dans le cas présent, il s'agit d'une conduite de gaz. Donc dans le cadre du plan Marshall, de la voirie, et plus précisément la reprise du tapis de la rue de Steinberg, GRDF a programmé une rénovation de son réseau gaz sur cette voie, le raccordement du réseau existant dans l'impasse du Clos Morin à la nouvelle conduite, qui se situe rue de Steinberg, nécessite 2 interventions spécifiques. La première dans l'impasse pour la réalisation d'une tranchée de raccordement sur la parcelle B766. La deuxième, c'est à l'extrémité pour la création d'une fouille de ventilation sur la parcelle E983. GRDF chargé de la société Malouine de Pavage et de Terrassement SMPT de réaliser l'étude de ces travaux. La commune étant propriétaire de ces 2 parcelles, il convient de régulariser une convention de servitude. Tous les frais, droits et honoraires sont à la charge de GRDF. Des questions? Des remarques? Dans ce cas, monsieur le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes: d'approuver le projet de convention de servitude de GRDF avec GRDF et la commune de Dinard, autorisant les travaux de renouvellement d'une conduite de gaz sur la parcelle B766 et E938, étant entendu que les frais afférents sont à la charge de GRDF, et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à cette décision. Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci, M. Fontaine. Point 6, mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une piscine au COSEC, attribution du marché au groupement lauréat du concours, donc 1104 SARL d'architecture, et c'est co-traitant Christian Fontaine. S'il vous plaît. En préalable à cette délibération, je voudrais intervenir. Monsieur le maire, je demande le retrait de cette délibération numéro 6. Mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une piscine au COSEC, attribution du marché au groupement lauréat du concours Ozone 04 SARL et ses co-traitants, pour un montant de 2 429 052,72 €. Cette délibération est illégale parce qu'elle ne respecte pas l'article L1612-1 du CGCT qui précise que l'exécution des dépenses est subordonnée à leur inscription au budget. Le budget 2025 pour cette piscine est de 626 000 €, dont une partie a déjà été affectée. Je vous rappelle le contenu de l'article L1612-1 du CGCT. L'attribution d'un marché public, dans le cas présent maîtrise d'œuvre, constitue un engagement juridique. Un engagement juridique n'est possible que si les crédits sont inscrits au budget. Et ce n'est pas le cas. On aurait pu éviter cette situation s'il y avait eu une commission des finances. Il en sera de même pour chacun des engagements que vous prendrez pour la construction de cette piscine ou autre, tant que le financement total n'aura pas été budgété.
Je me permets de rappeler aux Dinardais que l'endettement de la ville en 2025, sur une seule année, et seulement pour le budget ville, est passé de 14 millions à 29 millions, plus même 2 millions pour le budget du port, mais dont je ne parle pas. Ce doublement de la dette n'inclut pas le financement de votre piscine, monsieur le maire. Avec le financement de celle-ci, nous passerons à un endettement pharaonique de plus de 45 millions, c'est-à-dire 150% du budget de fonctionnement de la commune. De plus, la construction de cette nouvelle piscine va à l'encontre de la loi ZAN, zéro artificialisation nette, qui vise à prendre en compte les conséquences environnementales lors de la construction et l'aménagement des nouveaux équipements. Ne serait-il pas temps de comparer le coût et l'impact écologique de cette piscine avec celle d'Audemer? Il existe une étude très intéressante faite en 2020, étude de 98 pages faite par la Banque des Territoires. Voilà. Alors, la première réponse qu'on peut apporter à votre question sur le financement, il y a la partie qui correspond donc à l'OPC, si je dis pas de bêtises, pas l'OPC, mais l'esquisse qui est prévue au budget. Et dans le cas d'une APCP qui va vous être soumise dans les mois, Oui, mais qui n'existe pas. Donc, ce jour, elle n'existe pas. Donc, ce jour, il faut retirer la délibération. Mme Guillou. Oui, mais je crois qu'il faut savoir poser cette question. La délibération est conforme ou non conforme, et puis il faut savoir se le dire sereinement et sans querelle. Alors moi, dans le sens de ce que dit M. Deslandes, je me souviens, j'ai repris les conseils municipaux antérieurs à celui du 23 juin, lorsque Mme Grassi vous a interpellé sur les montants déjà engagés sur ce projet-là. Vous avez répondu, et c'est consigné dans le procès-verbal, qui a été validé en juillet, qu'une enveloppe de 400 000 € avait été votée au budget constituant une première provision pour ce projet, intervention retranscrite donc dans le procès-verbal. Depuis, on n'a pas eu de décision modificative budgétaire qui aurait inscrit une nouvelle ligne. Donc je m'interroge également sur la conformité et la légalité de ces délibérations au regard de la construction budgétaire et de la sincérité de la construction budgétaire. En fait, on a vu ce point avec le trésorier et il nous a justement dit que nous pouvions faire une APCP, ce que l'on va faire au prochain conseil municipal. Là, dans le budget, alors c'est 400 ou 500 000, mais en tout cas, on est toujours dans le budget 2025 pour les dépenses qui vont être engagées pour 2025. Et donc, c'est prévu de faire cette APCP pour valider le projet et qu'on puisse étaler les dépenses du coup sur plusieurs années. Pas d'accord avec vous pour deux raisons. La première, c'est le trésorier qui nous a... Oui, ok, mais la PCP, le service de l'égalité, le sous-préfet trancheront. Donc, la PCP, d'ailleurs, n'a pas été votée, d'une part, et d'autre part, quand on s'engage, c'est clairement écrit, l'attribution d'un marché public, c'est la totalité de l'engagement du maire, c'est sur la totalité du marché. C'est pas sur une petite partie de l'année. Donc il n'y a pas d'APCP, entre autres. Voilà. C'est l'avantage de la PCP, c'est qu'on peut scinder les projets. Donc c'est justement ce qu'on souhaite faire. Mais oui, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Madame Bénédicte, Madame Guillon ensuite. Oui, vous pouvez me dire ce que c'est que la PCP, que je ne connais pas. Autorisation de programme et crédit de paiement, ça veut dire qu'en fait, par exemple, en début d'année, je ne sais plus si vous étiez là, on a remis à jour les APCP. Je ne sais plus le nombre exact, on est peut-être à 6-7 APCP jusqu'à présent. En fait, c'est une procédure où ça nous permet d'étaler les dépenses. On prévoit le budget global et ça nous permet de le scinder sur plusieurs années. Et on doit les revoir une fois par an. Voilà. Madame Guillot.
Ouais, du coup, moi, je connais le principe de la PCP et puis j'y suis favorable. C'est ce qui permet à la collectivité de mettre en œuvre des projets qui sont structurants, engageants et qui s'étalent sur plusieurs budgets. Mais il ne faut pas faire les choses à l'envers. C'est-à-dire que là, vous nous demandez de délibérer ce soir sur l'engagement de 15 millions d'euros et vous nous dites au prochain conseil, on fera la PCP. On fait les choses à l'envers. Alors, si vous le permettez, donc là, c'est ce que je pense par rapport à l'intervention de M. Deslandes, sur laquelle je ne m'étais pas moi-même interpellée, mais je considère qu'elle est légitime, cette interpellation-là, et qu'il faut savoir y répondre de façon conforme. Mon intervention, je vais la lire parce que je souhaite qu'elle soit retranscrite in extenso dans le procès-verbal. Monsieur le maire, le 25 août dernier était prévue une commission finances en prévision de ce conseil municipal. 25 août 2025. Nous avons été informés que cette commission était annulée au motif qu'il n'y avait pas de sujet finance au conseil de ce soir. À moins que je ne me trompe, ce qui n'est soumis ce soir, c'est d'engager 15 millions d'euros sur le budget de la ville. Si, puisque la maîtrise d'œuvre est une proportion du montant global des travaux. Donc quand c'est une proportion de, ça veut dire qu'on engage le reste. Même si vous me dites on n'engage que la mission de maîtrise d'œuvre, comme c'est une proportion, un pourcentage de, ça veut dire qu'on engage le reste. Puisqu'on s'engage vis-à-vis de la maîtrise d'œuvre sur la proportion de. Je continue mon propos, comme ça vous pourrez répondre après, puis ça m'intéresse. À 6 mois des élections municipales, donc je maintiens qu'on engage des finances de la ville à hauteur de millions d'euros, pour limiter, à hauteur de millions d'euros, à 6 mois des élections municipales, dans un contexte national, à moins que quelqu'un le contredise, on ne peut plus compliqué et incertain. Engagement qui plus est ne laisse pas le temps d'avoir renégocié et réengagé des discussions avec les futurs élus communautaires pour donner la garantie aux Dinardaises et aux Dinardais qu'ils ne seront pas les seuls à payer cette infrastructure qui porte d'évidence un enjeu communautaire. Et en fonction de tout cela, moi, monsieur le maire, ce qui m'intéresse, c'est les instances et ce qu'on y accorde. Vous avez considéré que ce soir, il n'y avait pas de sujet finance. Quelles sont les modalités de financement? Quels sont les impacts sur, ça reprend mes questions de la dernière fois, quel est l'impact sur les investissements de la ville? Est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez à dire qu'il n'y a pas de sujet finance sur lequel on délibère ce soir? Voilà ma question. Il n'y a pas de sujet finance ce soir, à hauteur de millions d'euros. Puisqu'il n'y a pas eu de commission finance. Il n'y a pas de sujet finance ce soir, je confirme, puisqu'on a voté le budget. Et on a voté une DM au mois de juin. Si je ne dis pas de bêtises, juin ou juillet, juin. Donc on n'a pas de sujet finance proprement dit. Bon, ce que je veux, pour arrêter de jouer le débat, parce que autrement on va redébattre au prochain conseil municipal, donc je répondrai à vos propos, vous pourrez relire vos propos pour chaque conseil municipal, vu qu'il y a un problème de forme autour de l'inscription des crédits et de la PCP. Je propose effectivement, sur la proposition de M. Deslandes, et je vous remercie d'avoir souligné ce problème de concordance de texte avec un manque sur le volet finance. Donc on passera une APCP au prochain conseil municipal et on redélibérera sur ce projet d'attribution de maîtrise d'œuvre seulement. Merci, on va monsieur pouvoir passer au sujet suivant. Donc, point 7. Je suis désolé. Excusez-moi, monsieur le maire, mais j'avais levé la main. Je n'ai pas compris. Mais là, on passe. Ouais. On va redébattre dans un mois. Donc, non, je voudrais juste faire une remarque, parce que je n'ai pas compris pourquoi la commission finance avait été annulée. Voilà. Parce que si la commission finance. On attribue. Il y a terminer ma phrase. Si la commission finance avait été tenue, on aurait pu débattre de ce sujet et éviter la situation de ce soir. Je vous remercie. Merci. Parce que la seule instance légitime pour attribuer une maîtrise d'œuvre, c'est le jury de concours. Donc le jury de concours a délibéré au mois de juillet. Il n'y a pas besoin que ça passe dans une autre commission municipale. C'est aussi le CGCT. On s'est renseigné aussi auprès des services de la préfecture. Très bien, on va passer directement au projet 7. Le conseil va vraiment être très court ce soir, c'est parfait. Et pour le projet 7 et pour le projet 8, comme à mon habitude maintenant, vu que ça concerne ma branche professionnelle, je vais me déporter et passer la présidence à Madame Mervin. Merci. Donc, projet numéro 7. Attribution du marché relatif aux travaux d'aménagement de l'hôtel de police 2024-41, 2024-61 et 2024-75. Monsieur Philippe Bécan. Oui, bonsoir à tous. Donc, il s'agit d'une appropriation d'avenant au marché des travaux pour l'hôtel des polices.
Donc, pour mémoire, il y a déjà un certain nombre de lots, pour ne pas dire tous les lots, qui ont déjà été notifiés. Donc, la ville a procédé à la notification des lots 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 12, donc le 4 novembre 2024. Les lots 6 et 11 ont été notifiés le 26 novembre et le lot 3 Charpente au Saturbois le 13 décembre. Donc aujourd'hui, on parle de quoi ? On parle d'avenant. Alors, pour rappel, quand même, le montant initial du marché s'élevait à 384 000 euros, soit 461 371 TTC. Il y a une durée d'exécution qui a été fixée à 6 mois, dont 1 mois donc, de période de préparation. Donc là, il s'agit de parler d'avenants pour 9 des 12 lots du marché. Donc les avenants sont les suivants. Je peux mettre la charte. Donc les avenants, il y a les démolitions, il y a un avenant de 1955 euros. Terrassement gros œuvre, 5263. L'ossature, tout ce qui est ossature charpente bois, 1072. Il y a du moins également avec les menuisiers extérieurs en alu pour moins 1285 euros. Des cloisons sèches, donc un avenant de 7245. Tout ce qui est revêtement, sol et faïence pour 5549 euros. La peinture pour 2323 euros, l'électricité 4164 euros et enfin la plomberie pour 3646 euros. Donc tout ça pour un montant donc, de 29 393 euros, ce qui représente donc une augmentation par rapport au marché initial donc de 7%. Alors en ce qui concerne ces avenants, ils sont dus à quoi ? Ils sont dus à des modifications techniques qui sont apparues en cours de chantier, dues à certaines imprécisions et omissions de pièces techniques. Et notamment à la demande donc, de la partie pour la police nationale, parce que c'est le SGAMI qui s'en occupe, c'est un organisme donc, du ministère de l'Intérieur. Et le SGAMI nous a demandé un certain nombre de modifications. Est-ce que vous avez des questions ? Non, mais je n'ai pas de questions. Merci, Monsieur Bécan. On en a discuté en commission. Oui. Je pense que ça peut être juste l'occasion d'informer sur le calendrier et l'avancée des travaux. Oui, Sur la nature de l'avenant, moi, je n'ai pas de questions, pas d'observations. Voilà. Ok, alors l'hôtel des polices, je peux vous en parler un petit peu plus. Donc, on a créé un hôtel des polices. Pourquoi ? C'est pour regrouper la police nationale et municipale. Et on considère effectivement que c'est une très belle opération. Bon, c'est un lieu unique. Très bien. C'est mieux comme ça ? Bon, c'est un lien unique donc, pour renforcer les collaborations entre la police nationale et la police municipale, mutualiser les ressources, notamment les patrouilles. Donc, les patrouilles, on pourra faire des patrouilles communes entre la police nationale et la police municipale. Également, un gros intérêt pour moi, c'est simplifier les démarches administratives des Dinardais. Globalement, que font les administrés ? Ils vont pour les mains courantes à la police municipale et pour les plaintes à la police nationale. Il y a beaucoup de confusion, ce sera beaucoup plus simple. C'est un investissement qui est très très rentable pour la ville. Pourquoi ? Le coût de cet hôtel des polices, c'est 1 142 000, qui se décompose avec l'achat de l'ancienne trésorerie pour 670 000, les études 58 000, et on a un coût de travaux qu'on vient de voir à l'instant, avec les avenants, qui est à 414 000. On a obtenu, donc ce qui fait 1 142 000, je répète, moins 300 000 euros de subvention, ce qui fera un total de 842 000. Et d'un autre côté, on a la vente de 2 bâtiments. Et l'estimation des domaines est la suivante. Donc, l'hôtel des polices, là, qui est à côté boulevard Féard pour 2 millions d'euros. Et puis, donc, les locaux de la police municipale, qui se trouvent rue Winston Churchill, pour 884 000 euros. Donc, quand je fais 842 000 moins 2 884 000, ce qui fait un gain pour la ville de 2 millions d'euros.
Alors, pour répondre à la question, effectivement, sur l'avancement, ça avance plutôt bien. Là, on est plus en période de finalisation de travaux. Et normalement, l'inauguration est prévue première quinzaine de novembre. D'autres questions? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Merci, Monsieur Bécan. Donc, ordre du jour numéro 8. Attribution du marché relatif aux travaux de construction d'un équipement sportif et événementiel au stade Paul-Audrin. Avenant 1, lot 2, avenant 1, lot 3, avenant 1, lot 5, avenant 1, lot 15 et avenant 1, lot 16. Monsieur Christian Fontaine. Merci, Madame la Première adjointe. Liberté de parole. Oui, donc en fait, cette tribune, qui n'est pas une tribune, puisqu'il est un équipement sportif et événementiel. Avant de vous parler des avenants, je vais vous parler un petit peu de l'organisation du chantier et surtout, vous avez sans doute, pour la plupart d'entre vous, vu à quel niveau de réalisation vous étiez arrivés. Donc, si tout va bien, la mise en service, enfin pour ce qui nous concerne, nous, ce que l'on vise, c'est soit la fin de l'année, soit le tout début de l'année prochaine. Donc, il reste pour l'instant des aménagements intérieurs à faire. Et donc là, on va procéder donc aux aménagements complémentaires, disons aux avenants qui ont été nécessités par des modifications, soit de couleur de béton, soit d'ajout de bandeaux métalliques, de modification de poteaux, enfin tout ce qui peut être lié à la vie d'un chantier et qui fait qu'au fil du temps, eh bien, le chantier s'avit et on fait des aménagements un petit peu, je ne vais pas dire au fil de l'eau, mais en fonction des contraintes techniques qui sont annoncées par les uns et par les autres. Donc, sur ces avenants, vous avez vu qu'il y a 5 avenants, en fait. Il y a le gros œuvre, qui est l'entreprise Marc. Le lot 3, la structure métallique. Les menuiseries extérieures, le chauffage, la climatisation, la ventilation, et puis l'électricité, courant fort, courant faible. Alors, si on décompose le tableau que vous avez sous les yeux, donc l'entreprise Marc a un avenant à hauteur de 19 271,59. Qu'est-ce qu'on fait pour ce prix-là? On aménage donc des bétons blancs. On a réaménagé des bétons blancs. On a modifié des surfaces sous dalles. Et on a également modifié la position d'une porte et d'un poteau. Pour le lot numéro 3, la structure métallique, l'avenant est de 3 454, soit 0,7% du montant du marché. Et pour eux, c'est l'ajout d'un bandeau métallique. On a rajouté aussi un linteau métallique. A contrario, on a supprimé des chéneaux en acier, qui fait globalement une moins-value de 8 000 €. Mais pour autant, entre les plus et les moins, on a un delta de 3 400 €. Sur les menuiseries extérieures, on a un avenant de 5 566,52, comme vous l'avez sous les yeux. C'est les fenêtres et les portes qui ont été modifiées. Concernant le lot climatisation, ventilation, etc., CVC, là, on a une centrale double flux qui a été modifiée et on a également un calorifugage, c'est-à-dire un habillage, tout simplement, d'une descente d'eau pluviale pour éviter des phénomènes de condensation. Le lot numéro 16, électricité courant faible, pour 13 739,56. Là, il y a un certain nombre de modifications qui ont été faites, qui sont liées à différents chemins de câbles. C'est-à-dire qu'on a changé les chemins de câbles. Chose importante, on a modifié également les modèles d'éclairage. On a ajouté des éclairages extérieurs qui n'étaient pas prévus. Et on a modifié également des protections. Donc si on fait le calcul global sur l'opération, on a un montant de chantier qui est de 2 915 911,09 TTC, pour lequel on a un avenant de 52 725,73, ce qui, ramené proportionnellement au montant des travaux, s'élève à 1,84% du montant du travaux, ce qui me semble tout à fait acceptable. Est-ce que vous avez des questions? Oui, alors une intervention. Nous avons échangé longuement autour de cet avenant en commission. On est d'accord que dans le gros œuvre, il y a la question de la peinture et de la teinte de l'intégralité du bâtiment.
Je me suis exprimée défavorablement à cet avenant parce qu'il y avait une question de forme, à mon sens, puisqu'on nous a demandé notre avis après que c'est été réalisé. Donc là encore, je pense qu'on a fait les choses à l'envers. Je l'ai dit déjà, c'est pas à l'encontre des services. J'entends la différence entre le temps administratif, le temps des travaux, etc. Mais n'empêche que quand il y a des instances, des commissions, etc., le minimum qu'on se doive, c'est de le respecter. Voilà. C'est ce que j'ai exprimé en commission, donc je ne suis pas non conforme à ce que j'ai dit. Et puis l'autre aspect, c'est et si ça avait été fait en temps et en heure, est-ce que j'aurais voté favorablement? La réponse est non, parce que dans le gros œuvre, il y a 12 000 € qui sont dédiés à une nuance de teinte du bâtiment. Est-ce qu'aujourd'hui, il est raisonnable de mettre 12 000 € pour faire une différence entre le beige teinté clair, moi je ne me représente pas trop bien ce que c'est, hein, plutôt que du blanc? Est-ce que les Dinardais en ont la mesure de cette différence-là? Est-ce que ça a une incidence directe sur leur quotidien? Je ne crois pas. Et de toute façon, si ça avait été fait dans l'ordre des choses, j'aurais voté défavorablement. Ce que je vais faire, du coup, ce soir. C'est votre... Vous êtes libre de voter comme vous le souhaitez. Je cherche le détail. C'est combien le surplus? Je crois que c'est 9 000 € non de mémoire. La partie 13 000. C'est-à-dire que les autres prestations ne sont pas liées à la peinture. Hein? D'accord, ok. Ceci étant, je confirme, hein, on avait eu une réunion en commission. Vous vous étiez exprimé sur votre non-approbation de l'avenant en question. J'avais expliqué, moi, en son temps, qu'il y a un temps effectivement pour le chantier, et que si on avait arrêté le chantier, peut-être qu'au final, le fait de ne pas prendre la décision de manière rapide, puisqu'encore une fois c'est du béton, eh bien il nous aurait fallu peut-être renvoyer l'entreprise, et le delta entre ce que ça nous aurait coûté de faire immédiatement les travaux et de repayer un déplacement d'entreprise, il n'est pas certain que ça ne nous aurait pas coûté plus de 12 000 €. Je l'avais expliqué, vous ne soyez pas d'accord avec moi, je peux l'entendre, mais je tiens quand même à réitérer ce que j'ai dit. Effectivement, un chantier, sa vie, ce n'est pas toujours facile. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Madame Guguin-Grassi. Merci, madame. J'ai une question pour laquelle je peux me passer de la présence de monsieur le maire et la deuxième que je poserai lorsqu'il sera revenu, si vous voulez bien. La première, je voudrais savoir quelles sont les subventions qui sont à ce jour accordées sur ce budget total de 3 millions d'euros. Est-ce qu'on a des retours des demandes de subventions que nous avons déposées et quels sont les montants qui nous sont promis pour abaisser ce coût? Moi, j'ai toujours le chiffre que j'ai annoncé, 1,9 million, c'est aux alentours de 2 millions pour la collectivité. Donc, on est toujours sur cette enveloppe-là. Sur une enveloppe de 4 millions, on peut considérer qu'il y a 50% de participation extérieure. C'est des réponses qu'on a positives, ce n'est pas des demandes. C'est des réponses positives de subventions, ce n'est pas des demandes de subventions. On a des engagements. On a des engagements sur ces montants-là. Okay. Qui subventionne alors? Je crois qu'il y a la Fédération française de football. Il y a l'État. Alors moi, j'ai plus... Là. L'État. On me souffle derrière moi parce que... Madame Crassi, la région et l'État. Bien vivre en Bretagne. Voilà. Et merci. Et ma question subsidiaire à monsieur le maire, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut la poser après? Et comme ça, on fait le vote, on fait tout, et ça marche. Je ne sais pas qui était en premier. Non, moi, j'ai pas de question. Ah, pardon. Donc, oui, monsieur Loisance. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'on avait dit en commission. Là. Cette peinture, cette nuance de peinture de 12 000 ou 13 000 €, c'est quand même un caprice au moment où, je veux dire, l'économie, on en parle au niveau de l'État, et là, on met 12 000 €. Je pense que les Dinardais doivent être conscients que 12 000 € pour une nuance de blanc et de gris, ça fait réfléchir sur notre contribution à l'effort national. Voilà, c'est tout. C'est un juste commentaire. C'est la raison pour laquelle je voterai contre. Je ne peux pas laisser passer Monsieur Loisance. C'est pas un caprice. Non, mais Monsieur Loisance, vous avez le droit de dire que c'est un caprice, et j'ai le droit de dire que je n'accepte pas ce propos. Pourquoi? On est en démocratie. Vous avez parlé, je vais parler. Pourquoi c'est pas, comme vous le dites, un caprice? C'est que si vous regardez le permis de construire, vous apercevrez que la tribune, elle est blanche. Si la tribune avait été effectivement, si le béton avait été tel qu'il était prévu, initialement prévu,
avec l'atteinte telle qu'on l'a imaginée, le prix de l'opération aurait été plus cher parce que ça aurait nécessité de mettre ce qu'on appelle un ciment, un sable de Loire, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui aurait été un ciment blanc, très blanc, et qui aurait donné, si vous voulez, à cette tribune l'aspect tel qu'elle a été définie au permis de construire. Effectivement, lorsque les banches ont été décoffrées, lorsque le temps de séchage a été passé, autour d'une trentaine de jours, la couleur telle qu'on l'avait imaginée n'était pas celle qui était prévue. C'est la raison pour laquelle, contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas du tout un caprice, mais simplement un problème d'architecture globale. C'est la raison pour laquelle on l'a colorée teintée telle qu'elle avait été imaginée. Voilà, monsieur Loisance. Madame Guignac-Grassi, je peux vous dire le détail des subventions, si ça vous intéresse. On a donc Bien Vivre en Bretagne, ce que disait monsieur Fontaine tout à l'heure, 422 000. Le département, 241 000. J'arrondis, hein, 241 000. La DETR, 210 000. Décile, 150 000. Et le fonds de concours auprès de la CCCE, 368 000. Je vais compter rapidement, ça doit faire 1,3 million, 1,4 million, quelque chose comme ça, je pense. Et puis un détail qui n'en est pas un. Je rappelle que la collectivité récupère ce qu'on appelle le fonds de compensation de la TVA et que le FCTVA est récupéré non pas sur le montant des subventions, mais sur le montant de l'opération TTC. C'est la raison pour laquelle les subventions sont toujours votées hors taxe par les partenaires qui nous entourent. Donc ce que je suis en train de dire pour les gens qui ne sont peut-être pas au courant de ce genre de détails, mais ce que la collectivité paie, le remboursement de l'État sur le fonds de compensation de la TVA se fait sur la totalité de l'opération, y compris sur les subventions qui ont été données. Voilà. C'est loin d'être négligeable. Je crois que M. Rémy avait levé la main avant. Donc Monsieur Loisance, nous avons déjà eu ce débat en commission. Je dois dire qu'en tant qu'adjoint à la culture et au patrimoine, je suis aussi assez choqué du terme, comme mon collègue, du terme de caprice. De quoi s'agit-il? Il s'agit de construire un patrimoine du futur. Beaucoup de Dinardais ont pu passer devant ce bâtiment blanc qui est très beau. Moi, je ne m'intéresse pas au football particulièrement, mais je pense que nous avons construit un objet patrimonial. Et l'esthétique, ça a un sens. La beauté, tout le monde y a droit. Pas seulement dans les hautes sphères. Tout le monde a droit à la beauté. Et je pense que cette beauté, elle est partagée par tous les Dinardais. Et vraiment, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ce constat esthétique. Vous me parliez du Bauhaus, du béton des années 1930. Nous sommes en 2025, 100 ans après l'époque du Bauhaus. Les temps ont changé, on ne travaille pas sur les mêmes esthétiques. Et bien voilà, nous sommes ville d'art et d'histoire, nous avons fait un bel objet patrimonial. Et je remercie le maire Arnaud Salmon d'avoir ce sens esthétique. Madame Guillou. Bon, attends, j'avais demandé, Bruno. Moi, mes excuses. En tant que non-initié, je ne fais pas de façon très sincère la profonde différence à hauteur de 13 000 € entre un beige crème teinté clair et un blanc. Je ne l'ai pas intuitivement, cette différence-là. Non, c'est pas là, je vais finir mon intervention. Là, c'était juste, voilà. Je ne l'ai pas intuitivement. Et en plus, je tiens à dire qu'au sein de la commission, on n'en sait rien. Je veux dire, on ne le voit pas. Donc, peut-être que ça a une haute valeur esthétique, haute valeur architecturale. Rappelons-nous à la réalité, ça coûte 13 000 €. C'est la réalité. Et en plus, au-delà de ça, je me dis que si c'est la conformité avec le projet d'origine, je ne vois pas pourquoi on doit payer en plus. C'est encore le pire du pire pour moi. Bon, voilà. Mais ceci étant, le rebond, c'est surtout sur le propos de M. Fontaine, parce qu'il y a des fois des raccourcis de langage qui ont une incidence. Certes, il y a la part communale, mais quand vous parlez du FCTVA, moi je tiens à ce qu'on rappelle que la récupération de la TVA, c'est toujours de l'argent public. Donc d'une façon ou d'une autre, c'est de l'argent des Dinardaises et Dinardais. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler, c'est pas de l'argent qui tombe du ciel, même si c'est sur la globalité du projet, même si c'est du subvention de l'État, de la région, du département, la part communale, c'est de l'argent public. Oui, alors, moi je ne vais pas rentrer dans la polémique. Mon propos, il n'était pas de dire, de savoir
si effectivement, bien sûr que c'est de l'argent public, on est d'accord, la région c'est de l'argent public, l'État c'est de l'argent public, quels que soient les financements, c'est de l'argent public. Ce que je voulais dire simplement, c'est que, et je pense à nos collègues de l'opposition, c'est que si vous faites le total de ce qui correspond aux subventions, et que vous n'oubliez ce fonds de compensation de la TVA sur la totalité de l'opération, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, quand on annonce 1,9 ou 2 millions d'euros, vous allez voir qu'il va manquer quelque chose. Mais ce quelque chose, il est bien financé, il est bien récupéré. Certes, c'est de l'argent public, comme le reste, mais avant tout, c'est bien de l'argent que la collectivité va récupérer. C'était là l'unique sens de mon propos, de façon à bien comprendre la mécanique financière, ce qui est entre nous pas toujours évident pour tout le monde. Voilà. Il restait Monsieur Deslandes. Oui, juste une question à Monsieur Rémy concernant la couleur. Par rapport au parc des Tourelles, qui me fait mal aux yeux, c'est la même couleur? De quoi C'est plus blanc, c'est moins blanc? Vous faites de l'humour ou vous faites Non, je ne fais pas de l'humour. Quand je dis qu'il me fait mal aux yeux, c'est vrai, et je veux savoir si c'est plus clair ou moins clair. C'est tout. Si c'est plus beige ou si c'est plus... Mais c'est pas... Non, c'est pas de l'humour. C'est malheureusement pas de l'humour. Quand on voit ce qu'a coûté ce parc des Tourelles, c'est pas de l'humour. Hein. C'est de l'argent, là aussi. Bon, merci. On vérifiera les numéros de teinte, comme ça on vous redira la réponse. Merci beaucoup. Plus d'autres interventions. On va pouvoir passer au vote. Monsieur Fontaine. On va peut-être savoir d'abord sur ce pour lequel on vote. Merci. Donc, suite à tous ces débats, le maire propose au conseil municipal d'approuver la décision de la commission de suivi des contrats concernant l'approbation des avenants numéros 2, 3, 5, 15 et 16, tels que vous les avez sous les yeux, pour les montants qui vous sont indiqués, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents à ces avenants. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Merci, Monsieur Fontaine, et je repasse la parole au maire. Merci, Madame Mervin. Madame Grassi, vous avez une question apparemment. Oui, j'ai une question. J'ai adressé à Monsieur le maire et à Claude Corbel, directeur des sports, un mail en date du 29 juin pour demander si on pouvait faire une réunion spécifique pour la mise en place des règles d'utilisation du rooftop de cette tribune qui va être bientôt livrée, afin qu'on discute et qu'on établisse un règlement le plus réfléchi possible. Qui pourra avoir accès à cette tribune, enfin à ce rooftop, pardon, c'est-à-dire à l'espace, pour ceux qui ne savent pas, dans la salle, qui est donc un espace de réception au sommet de la tribune. Sous quelles conditions, à quel tarif, auprès de qui réservera-t-on? Qui décidera, oui ou non, que le demandeur aura ou pas accès à cette réservation? Quel sera le règlement intérieur? Horaires à respecter, modalités d'utilisation, conditions de restitution des locaux, contrôle de l'utilisation, protection surtout, ce qui m'inquiète le plus, de l'état des terrains de football attenants, contre un verre cassé, une bouteille délaissée, etc. Réglementation du stationnement dans cette rue ou dans les abords, inhérent à la mise à disposition de ce rooftop lors de célébrations éventuelles. J'ai demandé le 29 juin qu'on travaille sur le sujet et je n'ai pas eu de réponse. Je voudrais être sûre que vous avez bien reçu ma demande. Merci. Oui, Madame Grassi, j'ai bien reçu votre demande. Bien évidemment, ça fait partie des réflexions à venir dans les semaines et dans les mois à venir sur le règlement qui permettrait l'ouverture de ce salon événementiel. Donc, on pourra vous associer à travers la commission sport, il n'y a aucun problème. Et juste pour compléter les subventions, ce que j'ai écouté quand même pour les délibérations, donc je rappelle qu'on a eu certaines subventions parce que le projet était ambitieux et entre autres la subvention de la région Bretagne, bien avec l'enveloppe bien Vision Bretagne, parce que l'équipement qu'on construit donnera un rayonnement supra-communal, supra-communautaire, supra-départemental, on va voir supra-régional. C'est pour ça que la région a accordé cette subvention, parce qu'habituellement, elle ne finance plus ce type d'équipement sportif, et c'est le volet justement événementiel qui a séduit en tout cas la vice-présidente qui avait pu attribuer cette enveloppe d'autour de 500 000, 450 000.
Et la bonne nouvelle qu'on devrait avoir aussi, c'est que vu qu'on a été ambitieux également sur le volet performance énergétique du bâtiment, je pense qu'on aura le bonus aussi dans le cadre du contrat de solidarité territoriale. Donc ça, c'est la subvention qui nous vient du département. Et je pense qu'on obtiendra donc un bonus de 10%. Donc si on a eu 240, on devrait toucher aux alentours de 24-25 000 euros complémentaires dans les semaines et mois à venir. Madame Guillou. Remarque d'ordre général. Là encore, c'est pas du misérabilisme, c'est pas du catastrophisme, mais je pense qu'il faut qu'à chaque fois qu'on va solliciter des fonds publics, le département, la région, l'État, ce sont des fonds publics. Donc, au-delà de se rappeler du fait que les contribuables d'Inardais, c'est aussi leur argent, je pense qu'il faut qu'on se rappelle à quoi c'est destiné, quelles sont les priorisations. Je rappelle que le département a annoncé qu'il ne subventionnerait plus aucune association intercommunale. Il y a des incidences budgétaires sur le contexte qu'on connaît qui impactent directement le quotidien des gens. Et je crois que ça nous rappelle à une responsabilité politique et budgétaire. Et à chaque fois, posons-nous la question collectivement et sereinement, sans querelle. Mais pourquoi est-ce qu'on va chercher des fonds publics aujourd'hui? Ça, c'était une remarque d'observation générale. Et l'autre, c'est s'il y a un groupe de travail sur, effectivement, ou un groupe de réflexion, ou un petit groupe qui se réunit de temps en temps sur les questions qu'a évoquées Madame Grassi et que je trouve importantes. Ça m'intéresse aussi d'en être, même si je ne suis pas membre de la commission sport. Très bien, c'est noté. Après, vous savez, une collectivité, un EPCI n'est pas obligé d'aller chercher des subventions. Donc, ce serait votre parti pris, si je comprends bien. Enfin, c'est certes de l'argent public, je suis d'accord avec toi. C'est la collecte de différents impôts. Je rappelle que même si le département est en difficulté financière actuellement, ces crédits étaient d'ores et déjà inscrits sur leur volet investissement. Je suis intervenue d'un ordre général, c'est comme ça que j'ai introduit mon propos. Il faut savoir l'enveloppe Bien Vivre en Bretagne, on n'aurait pas pu aller la chercher pour refaire de la voirie, par exemple. C'est pas la volonté politique de la région dans ces cas-là. Monsieur le maire, je souhaite également faire partie de cette commission en tant qu'ancien adjoint au sport et ex-membre du FC Dinard. Madame Delomo note tout ça. Monsieur Garnier, Madame Guillou et Madame Grassi. Parfait, donc on va pouvoir passer au point 9 maintenant, donc la modification partielle du tableau des effectifs 2025, Madame Mervin. Donc il s'agit de créer 3 grades suite à des recrutements sur emploi permanent. Mettre le tableau. Donc il y a un grade d'attaché, c'est pour le directeur des affaires culturelles. Et on a 2 grades d'agent de maîtrise pour 2 nouveaux chefs d'équipe au BCX, aux bâtiments communaux. Donc le nombre global d'agents titulaires et contractuels budgétés au tableau des effectifs sur le budget de la commune, on arrive à 365 emplois permanents. Et l'équivalent temps plein d'agents titulaires sur emploi permanent au 1er août est de 283,32. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Madame Porte. Oui, merci. J'avais posé la question, je pense, au conseil municipal du mois de juin, au moment du départ de notre ancienne DGS, qui nous libérait un poste. Est-ce que c'est ce poste d'attaché qui réapparaît maintenant? Alors là, ça n'a rien à voir avec la DGS. Là, c'est suite au recrutement du directeur des affaires culturelles. Okay. En fait, il a changé de... Enfin, voilà. Maintenant, il est attaché fonction publique territoriale. Donc le poste qui a été libéré par Marianne Jacquet, est-ce qu'il est toujours? En fait, là, on n'a pas du tout fait les suppressions. On les verra avant la fin de l'année, mais il faut qu'on les passe d'abord en CST. Donc on va voir toutes ces suppressions avant la fin de l'année. On ne va pas dire quand, mais on fait toujours un nettoyage de notre tableau des effectifs, on va dire. Voilà, on essaye de le faire en fin d'année tous les ans maintenant. Donc ça veut dire qu'actuellement, on économise un petit peu de masse salariale. Oui, par rapport à la DGS, puisque oui, on a économisé un poste de DG, oui. Ok, merci. On va passer au vote. Donc le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Modifier le tableau des effectifs suite à la validation des procédures de recrutement, donc un attaché et 2 agents de maîtrise. Autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents. Donc qui s'abstient et qui vote contre? Merci. Merci, Madame Mervin. Point 10, création de 12 postes non permanents d'animateurs pour les vacances scolaires 25-26. Donc pour un accroissement temporaire d'activité, Madame Mervin. Aucun changement, c'est la même délibération que l'année dernière.
Donc c'est pour les animateurs pendant les périodes de vacances, donc sur la période année scolaire 2025-2026. Et donc on crée 12 postes non permanents d'animateurs à temps complet sur les périodes de vacances scolaires. Est-ce que vous avez des questions? Madame Guillot. Juste une question d'information. Est-ce qu'on constate des difficultés de recrutement sur ce secteur? Parce que je sais que pendant un moment donné, ça a été le cas sur des postes qui ne sont pas forcément complexes, etc. Est-ce que tout va bien au niveau recrutement, les perspectives des prochains besoins? Je vois derrière une réponse, un hochement vertical, donc ça me satisfait. OK. Pas d'autres questions? Donc le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Donc créer 12 postes non permanents d'animateurs à temps complet sur les périodes de vacances scolaires 2025-2026. Donc ces emplois seront pourvus par des agents contractuels de droit public dans les conditions de l'article L332-23, accroissement temporaire d'activité du Code général de la fonction publique. La rémunération correspondra au cadre d'emploi des adjoints d'animation catégorie C. Les agents ainsi recrutés seront chargés des missions indiquées ci-dessus. Donc, article 2, prévoir les crédits au budget de la commune et donc autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette décision. Donc, qui s'abstient et qui vote contre? Merci. Merci Madame Mervin. Dernier projet de délibération, donc le point 11 avec le déplacement à Montrouge. Madame Mervin. Dans le cadre de la construction d'un nouvel hôpital sur la commune de Dinard, donc M. Christian Fontaine se rendra à Montrouge le 2 octobre 2025. Et donc les dépenses engagées par M. Fontaine pour ce déplacement seront remboursées sur la base des frais réels et sur présentation d'un état de frais accompagné des pièces justificatives. Des questions? Madame Guillot. Le déplacement pour le nouvel hôpital, c'est bien pour le projet pour la Fondation Partage et Vie sur l'hôpital Gardiner en cours. Donc ça veut dire que qu'a priori, le projet a une bonne perspective sur des financements qui sont viables, etc., ou on en est toujours à la prise d'information? Là encore, c'est peut-être l'occasion de donner des informations sur ce projet-là qui est d'importance. Je réponds. Tu peux répondre. Oui, effectivement, on est sur un dossier qui va se formaliser et qui va prendre vie, si je puis dire, puisqu'en réalité, on va choisir l'opérateur qui va réhabiliter l'ensemble du secteur hospitalier et la création en périphérie d'un certain nombre de logements. Donc, c'est le choix du candidat qui va construire. Donc, on est vraiment dans une phase opérationnelle. Donc, l'objet du déplacement, c'est de voir un autre projet que le constructeur a réalisé? Non, en fait, je vais préciser les propos de Christian Fontaine, parce que normalement, c'est moi qui aurais dû me rendre à ce petit jury de concours. En fait, c'est comme un espèce de micro jury de concours qu'ils ont organisé. Ils ont eu la sympathie de nous associer au projet, alors qu'ils n'avaient pas l'obligation. Ça reste tout à fait une opération privée. Sauf que je ne peux pas m'y rendre fin septembre à cette date. Donc là, ça fait 1 an à peu près qu'ils ont budgété l'opération et qu'ils ont fait du sourcing aussi auprès de différents opérateurs. Et donc là, ils ont consulté deux opérateurs régionaux bien connus, des gens sérieux dans le coin, en fait, pour porter le projet. Donc voilà, donc ils vont attribuer le lauréat à travers ce jury, donc fin septembre. Pour le projet de Dinard. Oui, tout à fait. C'est dommage qu'ils n'aient pas fait le jury à Dinard. Ça aurait fait moins de frais. Dommage qu'ils n'aient pas fait le jury à Dinard. Non, parce que ça reste le siège de la fondation est à Paris. Moi aussi, j'aurais préféré que ce soit à Dinard, effectivement. Mais, ouais. Monsieur Loisance. Comme c'est un projet privé, ça me paraît très normal que cette société privée prenne en charge les déplacements des gens qu'elle invite. Et donc, ce serait à elle de porter les frais de déplacement. Mais enfin, bon, c'est un souci d'économie, mais c'est relativement modeste. Un TGV pour Paris, c'est pas la fin du monde. Mais enfin, vous savez, c'est les petites rivières qui font les grands fleuves. Madame Guénégan. Alors, je voudrais juste préciser que je me suis rendue à Paris pour la conférence de presse du Festival du film et que je n'ai pas facturé et que je ne me suis pas fait rembourser mes frais de déplacement. Moi, je voudrais juste ajouter aussi que payer un voyage aller-retour en 2e classe à Paris pour s'assurer qu'il va être fait à Dinard, l'hôpital reste à Dinard, je pense que le jeu en vaut vraiment la chandelle.
On s'est battu pour ça, madame. Oui, ça fait des mois et des mois qu'on travaille à leur côté aussi pour faire aboutir le projet. Donc, ça, oui, je peux vous le confirmer. J'ai passé de très nombreuses réunions avec eux. Très bien. Donc, on va délibérer quand même, oui, madame Mervin. Donc, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Rembourser à monsieur Christian Fontaine les dépenses afférentes sur la base de frais réels et sur présentation d'un état de frais accompagné des pièces justificatives sur la ligne budgétaire suivante, 653,12 frais de mission, et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette décision. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Merci Madame Mervin. Donc on a fini avec l'ordre du jour. Donc juste pour information, vous avez pu consulter l'ensemble des décisions du maire depuis le dernier conseil municipal. Est-ce que vous avez des questions? Madame Grassi. Pardon, la 186, s'il vous plaît. La question. Pardon. Excusez-moi. L'approbation du devis relatif à la prestation son et lumière dans le cadre du set DJ Feder pour le feu d'artifice du 20 juillet. Je voudrais savoir, remémorer s'il vous plaît le montage entre ce que prend le casino en charge et ce que prend la ville en charge. Et deuxièmement, je voudrais savoir à qui ça a été payé, parce que habituellement on a les intervenants et là on les a pas. Je prends la 193 pour exemple. L'assurance annulation sur ce set DJ Feder a été payée pour 3 500 € TTC à AXA. C'est clairement écrit. Et là, on ne sait pas à qui ça a été payé. Donc, j'aimerais bien savoir qui a eu ce marché. Merci. Madame Guénégan. Alors, donc, ce devis correspond à la location du matériel pour la partie concert de FEDER. Le devis correspond à la société VBS. Voilà. Pardon. Pour rebondir sur le propos de Mme Grassi, pourquoi c'est pas comme ça l'est toujours mentionné directement? Enfin, je veux dire, ça évite la question en plus. Voilà. Ça, c'est une coquille, il n'y avait pas de volonté. Vous avez bien fait de poser la question, Mme Grassi. Est-ce qu'il y a une autre après l'autre? Non, pour compléter l'information, donc le casino prend en charge le cachet du DJ et la ville prend en charge de toute la partie technique. Tout le reste, en fait. Y compris l'assurance annulation que vous avez Oui, j'ai vu, d'AXA, ouais. La 206, la commune, alors là, j'avoue que je ne comprends pas la rédaction. Défense des intérêts de la commune par maître le DERF, requête au tribunal administratif de Rennes présentée par monsieur et madame LR, demandant l'annulation de la décision du maire du 17 juin, rejetant leur réclamation préalable indemnitaire et la condamnation de la commune. Est-ce qu'on peut dénouer la pelote de ficelle, s'il vous plaît? Merci. Monsieur Fontaine. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un peu confidentiel, mais c'est vrai que quand on le lit comme ça peut être un petit peu alambiqué. Pour faire très court, et ça fait écho à un certain nombre de choses, à savoir que la collectivité a accordé un permis de construire à un opérateur et qu'elle l'a retiré. Et donc cet opérateur est allé chercher la collectivité en indemnité. D'accord ? Le tribunal a jugé cette requête en condamnant très clairement, on ne va pas tourner autour du pot, la collectivité. Parce qu'on lui a reproché d'avoir tardivement, on ne dit pas qu'elle a eu tort de le retirer, on dit qu'elle l'a retiré trop tard. En réalité, la collectivité est condamnée. Sauf à dire que cette condamnation, elle peut faire l'objet d'un appel. C'est l'objet de la décision que vous avez sous les yeux. Et j'apporterai la précision suivante. Nous sommes aussi soucieux des données publiques, y compris lorsque la collectivité est condamnée. Elle l'est rarement, mais là, elle l'est. Enfin, pour l'instant, on verra en appel ce que ça va donner. Sachez que pour le moment, cette opération-là, les frais qui sont inhérents à cette opération sont pris en charge par l'assurance. En d'autres termes, la collectivité est assurée et c'est pris en charge si effectivement la collectivité se trouve définitivement condamnée à payer le montant que vous avez sous les yeux. Vous n'avez pas le montant? Si vous le voulez, je vous le donnerai, mais ce n'est pas le lieu, c'est pas un lieu public pour le faire. En général, on connaît le montant des dépenses à la fin de la procédure avec les avocats. Monsieur Loisance. Oui, je voudrais avoir des explications sur la 250. Toujours, on reste dans ces schémas juridiques. Là, c'est pas très clair parce que les montants sont quand même très élevés. Est-ce que vous pouvez nous donner plus? C'est pas très clair. Oui, donc cette défense des intérêts de la commune par l'excellent maître Le Derf,
Il y a une requête en appel présentée par la SCCV Résidence et Urbanisme demandant l'annulation partielle du jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes en ce qui limite le montant de la condamnation à la somme de 16 575 € hors taxe avec intérêt au lieu de la somme de 792 824 initialement demandée. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? C'est exactement la même chose que je faisais tout à l'heure, sauf que là, vous avez les montants. On est exactement dans le même cas de figure. Il y a un opérateur qui a demandé un permis. La collectivité a refusé ce permis. Là, c'est l'inverse. Le promoteur considère que la collectivité a eu tort de le refuser. Donc, il réclame des dommages et intérêts à hauteur de ce qu'il aurait gagné s'il avait réalisé l'opération. Et donc, de nouveau, un petit peu à l'instar de ce que j'ai dit tout à l'heure, la collectivité fait appel. Et toujours pareil sur les montants qui sont effectivement exorbitants, puisque la collectivité pourrait se trouver condamnée. Alors, c'est extrêmement important ce qu'on dit là, parce qu'on nous a souvent reproché, notamment à moi, de signer des permis de construire un petit peu de manière, comment dirais-je, en gros, je signais tous les permis. Il y en a un certain nombre qu'on n'a pas signé. Et ce qu'il faut savoir, ce qu'on explique de temps en temps aux gens, c'est que lorsque un PLU est voté et qu'il y a des règles d'urbanisme qui s'appliquent, eh bien, elles s'appliquent à tout le monde. Et un promoteur peut exiger de la collectivité de réaliser ce qui est écrit dans le PLU, même si la collectivité, à un moment ou à un autre, ne le souhaite pas. C'est précisément ce qu'on est en train d'évoquer. Merci. On a le droit de savoir sur quelle zone géographique ça se trouve? Enfin, je crois que c'est en limite de la commune, alors de mémoire, entre Saint-Lunaire, la limite de Saint-Lunaire et de Dinard. Je crois que c'est sur des terrains qui sont de mémoire, les terrains sont juste dans ce secteur-là. Moi, je voulais juste faire un petit complément juste de l'information, parce que je pense qu'on peut se réjouir comme à Dinard et à la communauté de communes, pour le coup, c'est que les contentieux en urbanisme, c'est un sport national, je pense, dans pas mal de communes, et particulièrement dans les communes balnéaires. Donc, rappelez que à travers la convention qui nous lie à la communauté de communes, donc c'est une convention qui date de plusieurs années déjà, les déclarations préalables sont instruites donc, au sein du service urbanisme à Dinard, et par contre tout ce qui est permis de construire est instruit au service aide au droit du sol à la communauté de communes, donc avec des instructeurs indépendants. Moi, j'en connais aucun, je les rencontre jamais en direct. Donc à chaque fois qu'il y a un permis de construire qui est soumis à la signature de Christian Fontaine, de toute manière, on reçoit un avis d'instruction du service instructeur. Donc soit il est réglementaire, soit il ne l'est pas. Donc il n'y a pas de jugement autre de la part de Christian Fontaine, et je tiens à le souligner. Et par contre, il faut, comme tous les textes de loi, un règlement d'urbanisme, ça peut s'interpréter, un PLU, entre autres, là, ou même le SPR. Donc je tiens à souligner quand même qu'on a, malgré le nombre de contentieux assez important, ce serait intéressant d'avoir une information sur ce plan-là, malgré le nombre de contentieux importants au sein de la ville de Dinard et les recours qu'il y a sur les différents permis de construire, c'est très 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 rare qu'on perde en fait après dès lors qu'il y a un recours quand même. Alors ça arrive parfois, mais moi je pense que depuis que je suis élu, ça a dû arriver, je suis même pas sûr que ça soit arrivé plus de 5 fois. Ouais, mais sur des dizaines et des dizaines de projets. Mme Guillou. J'ai envie de dire, heureusement, c'est rassurant. C'est mon premier constat. Heureusement, c'est rassurant. On respecte d'une façon générale les règles. Dans toutes les communes de France. Pour ça, oui, mais c'est pas grave, je suis pas en comparatif, je suis à Dinard. Là, souhaitons-nous collectivement qu'il y ait une suite favorable pour la collectivité, parce que quand on voit effectivement, puisque là on a accès au montant, quand on voit le montant, l'ampleur du montant demandé, bon, on espère qu'on en restera entre guillemets que à 16 000 € et qu'on n'arrivera pas à 700 000. Bon, voilà. Je ne sais pas le ratio des poursuites qui vont jusqu'à ces montants-là, mais bon, souhaitons-nous collectivement qu'on en reste là, et puis le tribunal décidera, voilà, en faisant ce qu'il a à faire. Moi, j'ai une question sur la décision 207. La 207, donc 32 000 € pour l'aire de jeu du Parc des Tourelles. Est-ce que vous pouvez m'indiquer, alors je pense que c'est plutôt Madame Cabot, si cette structure de jeu était prévue à l'origine du projet? Voilà, première question. Et puis j'en ai une seconde après. Ah, vous posez-les en même temps? Non, ce n'était pas prévu au départ. Simplement, entre-temps, et dès 2023, on a eu beaucoup de demandes de parents et de grands-parents pour l'installation d'un jeu au Parc des Tourelles.
On a préféré regarder comment il pouvait s'intégrer sur le site puisqu'il ne faisait pas partie du projet de l'architecte. Donc on a trouvé le bon endroit. Alors ça vient réparer un manque en centre-ville. Il n'y a pas de jeux en centre-ville. Tous nos jeux d'enfance sont assez anciens, entre les années 90 et les années 2000. Ils sont souvent en pied d'immeuble. Il faut donc en recréer, les reprendre. Vous savez qu'on a un budget de 25 000 à 30 000 euros par an pour dédier aux jeux pour enfants. Donc il est temps qu'on espère et qu'on accueille des enfants à Dinard. On espère bien en avoir beaucoup. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on installe ce jeu-là. Alors il est en robinier, bois, essence de robinier, et ce sont des cordages, un peu comme à Port-Breton, pour intégration harmonieuse dans le site. Alors, je veux dire qu'à regret, je m'attendais à cette réponse. Je trouve ça regrettable que quand on est une équipe qui déploie, milite pour l'arrivée de familles, d'enfants, etc., ce ne soit pas de facto une partie intégrante d'un jardin public que d'avoir une structure de jeu. Et je le dis en plus de façon très sereine, puisque moi-même, en tant que première adjointe, j'ai travaillé sur ce sujet-là. Effectivement, je sais les budgets associés. Voilà, je regrette. Pour vous répondre, ce n'était pas prévu que ça n'ait pas été partie intégrante du projet. C'est un regret, c'est pas une question. Parce que vous ne l'avez pas mis dans le cahier des charges. Enfin, je veux dire, c'est le principe. Voilà. Donc je regrette que ça n'ait pas été une partie intégrante dès le départ du projet. Voilà, c'est un regret exprimé et un étonnement, encore une fois. Et du coup, j'en profite. Alors, je sais que certains de vos élus, monsieur le maire, ont vu cette interpellation, mais c'est aussi le relais des questionnements des Dinardaises et Dinardais qu'on peut se faire là, où j'ai été interpellée sur la question d'une entreprise qui aurait arrêté ses travaux sur le site et le questionnement de où en sont les travaux, comment ça avance, et quand est-ce que ce sera finalisé. C'est pas, là, du coup, c'est pas du tout interrogateur, c'est le relais d'un questionnement. Alors, les travaux sont terminés depuis le 30 juillet. Donc, je suis étonnée que vous ne le sachiez pas. Le jardin a rouvert le 1er août. Mais les gens le traversent aujourd'hui, j'espère, avec plaisir. En tout cas, les travaux sont terminés. Il n'y a plus que la pose du jeu à faire. Et alors, pour ce qui concerne le bilan des travaux, je vous le donnerai quand je l'aurai, mais pour l'instant, je n'ai pas les plus et les moins de l'architecte, je ne peux pas vous le donner. Alors, l'inauguration qui devait avoir lieu donc, en septembre est reportée, vu la saison, la sécheresse qu'on a eue cet été. Après les plantations, on va laisser les jardiniers travailler tranquillement, replanter des arbres, des écorces remarquables et les massifs de vivaces, et ensuite on fera l'inauguration certainement en même temps qu'Édouard VII. Ça a un sens puisque ça prolonge l'aménagement de tout ce site. Entendu, je prends note. Madame Grassi. Merci. La 212, s'il vous plaît. L'approbation d'une offre relative au diagnostic structurel sur la piscine de l'Écluse d'eau de mer, entreprise études et coordination du bâtiment pour 6 780 € TTC. Qu'est-ce que c'est que la piscine d'Écluse d'eau de mer? Couverte ou découverte? Monsieur Fontaine. C'est la piscine que vous connaissez, qui est face à la mer. J'en connais deux. Couverte ou découverte? Couverte. Donc, oui, autant pour moi. C'est la piscine d'eau de mer couverte, pour lequel on a constaté un certain nombre de problèmes structurants. Enfin, c'est pas un scoop que de le dire d'ailleurs, et sur lesquels les poutres, si vous voulez, sont en train de se s'épeaufrer. Et donc, on voulait savoir si les aciers qui sont apparents sont corrodés en surface ou à cœur. Voilà, c'est ça. Étant entendu, alors là, j'apporte juste une précision, c'est que la piscine a été construite dans les années 70, 68, 69. À cette époque-là, les normes de construction ne dépassaient celles d'aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que je ne vais pas vous en assommer avec ça. Mais sachez qu'à cette époque, ce que n'obligeait la distance entre le coffrage et l'acier n'est plus du tout la même que celle qu'on a aujourd'hui. Effectivement, on a des corrosions. Donc, on va voir le rapport global. Mais c'est un rapport visuel. Ce n'est pas du tout un rapport de sondage sur lequel... Mais on a fait le tour de tous ces points qui posent problème. Mais ce qui nous inquiète beaucoup, c'est effectivement cette épaisseur de béton au regard de la proximité immédiate de l'acier et qui peut être extrêmement préjudiciable. Est-ce qu'on peut mettre cette étude en regard de l'étude qui avait été faite avant 2020, que moi j'ai suivie, sur justement le diagnostic béton? Est-ce qu'on peut rapprocher les deux et non pas isoler l'un de l'autre, s'il vous plaît? Merci, pour avoir une idée de l'évolution. L'objectif, ce n'est pas de les isoler. L'objectif, c'est aujourd'hui, on a une piscine qu'on est en train de
de faire fonctionner, j'aurais presque envie de dire sous perfusion, parce que c'est très compliqué, comme vous le savez. Hein. On intervient pratiquement tous les mois à différents points. Et là, on était vraiment inquiet dans le sous-sol pour ça. Voilà. Donc, on est vraiment plus sur un outil, je dirais, de conservation de l'équipement actuel pour permettre au moins aux uns et aux autres de l'utiliser. Voilà. On est d'accord, je voulais juste m'assurer que vous aviez bien signalé à l'entreprise qu'il y avait un diagnostic précédent, donc de référence. Oui, là, je viens de vérifier auprès des services. Donc le bureau d'études actuel va s'appuyer sur les études précédentes pour pouvoir voir l'évolution. Donc là, si on a missionné à nouveau une étude, c'est pas parce qu'il y a eu quelques éclatements de béton il y a un mois ou 2 mois, là, très récemment. J'ajoute la 230, s'il vous plaît. 230. Est-ce que je peux rebondir sur celle-là juste avant? Enfin, je ne sais pas si vous permettez, monsieur le maire et Mme Grassi. Juste du coup, est-ce qu'on a une date du rendu d'études et de quelle façon c'est communiqué? Ça nous est communiqué. Oui. Moi, je dirais que le rendu d'études, on va l'avoir sous une quinzaine de jours, 3 semaines. Il y a encore des compléments à faire. Je dirais que d'ici fin septembre, mi-octobre, on aura effectivement ces éléments-là. Nous l'aurons. Eh bien, je ne sais pas, quand est-ce on verra si on peut vous les publier. Peut-être. Moi, je veux bien passer l'étude en conseil municipal, ça risque de faire peur, quoi. La 230, c'est ça, vous avez dit, Madame Porte? Même si c'est en légère périphérie de cette question précédente, est-ce que vous avez des informations sur le rendu du cabinet d'architecture sur les projets de réhabilitation de la piscine de l'Écluse? Les études de réhabilitation potentielles. Vous parlez de la mutation, en quelque sorte, de la piscine en autre chose, c'est ça? Mi-octobre. Mi-octobre. Merci. Donc c'est reporté. 230, s'il vous plaît. Le marché d'études du relamping des différents sites de la commune pour 36 000 €. Est-ce qu'on peut savoir si c'est une étude globale de tous les sites de la commune pour diagnostiquer lesquels seront prioritaires ou si c'est d'autres critères qui prévaudront au relamping des différents sites? Monsieur Fontaine. En fait, on a un marché avec l'entreprise. Et donc, dans le cadre de ce marché, c'est un marché de mémoire, c'est un marché triennal. Et donc, tous les ans, on intervient à différents secteurs. Donc, effectivement, on s'inscrit dans une démarche globale. C'est pas quelque chose de ponctuel, c'est une chronologie à l'intérieur des différents points. Je vais même prendre un exemple je vais vous donner un exemple parce que c'est assez bizarre. On m'a appelé chez moi en me disant il reste 4 ampoules et 2 lanternes. Chez vous, il y a 4 candélabres, on vient les mettre chez vous. J'ai dit, attendez, moi, j'ai rien demandé. Mais c'est juste pour la petite histoire. C'est tout ça pour dire que on s'inscrit dans une démarche globale sur l'ensemble de la ville pour faire des économies d'énergie. Voilà. Donc, je reprécise ma question. Contrairement à ce qui est écrit là, ce n'est pas un marché d'études du relamping, mais c'est un marché de relamping. Ah bah alors, on étudie ce qu'on va faire ou on fait du relamping? Autant pour moi, j'ai confondu 2 choses. J'ai confondu un marché, merci Vincent, j'ai confondu un marché de travaux et de relamping sur la totalité de la ville, et notamment sur les points lumineux, sur lesquels tous les ans on intervient pour faire des économies. Et là, il y a une étude de relamping, c'est sur les bâtiments, c'est là. D'accord. Donc c'est un AMO sur les bâtiments, voilà. J'ai confondu. Donc, suite à cette étude, c'est là qu'on va prioriser certains bâtiments Absolument. par rapport à d'autres pour lancer un relamping. On est d'accord? Donc, on est bien d'accord qu'on lance les bâtiments sportifs, les plus gros, les plus énergivores, en premier. La logique, vous la gardez, cette logique que vous m'aviez déjà présentée. Ah oui, ça paraît logique. En fait, c'est l'objectif de cette étude, c'est un peu d'objectiver, je me répète un peu, les priorités sur l'ensemble des bâtiments de la ville, parce que vous êtes bien passé pour savoir, mais à chaque fois, les budgets étaient dans les différentes directions. Par exemple, pour les bâtiments sportifs, on a regroupé tous les budgets relamping sur les bâtiments communaux maintenant. Et donc, suite à cette étude, on priorisera. Est-ce que c'est... Je suis assez d'accord comme ça, au premier abord, que c'est d'abord dans les équipements sportifs. Encore faut-il que ces salles servent régulièrement aussi. Il y en a certaines qui servent très souvent, mais la salle polyvalente, par exemple, c'est pas celle qui sert le plus. Donc voilà, est-ce que c'est dans les salles de sport, dans les écoles ou dans ce type de bâtiment qu'il faut aller plus vite pour faire des économies et être un peu plus éco-responsable au passage également. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Vergne. Oui, en ce qui concerne la 233, sur le coût de 8 170 €,
concernant le prix d'une rampe de gyrophare et la sérigraphie police municipale sur un seul véhicule. Ce montant est beaucoup plus élevé que la pratique courante. Y a-t-il eu comparaison avec d'autres devis ? Moi, je vais répondre. Alors, on répondra plus tard parce qu'on n'a pas le. Philippe Bécamp. Je n'ai pas la réponse là, mais je vous la communiquerai au prochain conseil municipal. Après, on va dire que c'est pas les prix habituels là. C'est toute la rampe de gyrophare. C'est assez cher quand même, hein, comme. Ouais. Donc, je pense que ça dépend du modèle de voiture, mais on va vérifier tout ça. Ouais, okay. Monsieur Deslandes. Oui, juste une correction à faire sur la 186, sur le document, la décision que vous avez signée. Il y a une erreur de copier-coller sur les tarifs du Festival international de musique à la dernière ligne, parce que c'est gratuit à 5 €. C'est juste du copier-coller du tableau qui a dérapé. Quel numéro vous avez dit? C'est la 186. Ah non, non. Non, pas 217. 217. C'est juste une correction là-dessus. Hein. Dans l'annexe. Dans la décision. Merci. Il faut changer la dernière ligne. Merci de l'avoir souligné, Madame Grassi, pardon. Excusez-moi, désolé. 238. 238, l'approbation du devis de mission d'analyse post-travaux de l'herbier de Zoster du site de dragage à la société TBM Environnement pour 13 788 €. Qu'est-ce? Monsieur Guibaud. Oui, je peux répondre à cette question. C'est dans le cadre de l'arrêté qui a autorisé le dragage du port. Nous avions une obligation à la suite de l'autorisation de clapper en mer les sédiments. Et nous avons une obligation pendant 3 ans de continuer à vérifier l'état des osphères à l'endroit du clapage et de remettre ces études à la DTTM pour qu'elle en garde une archive. Merci. Pourquoi ce n'est pas sur le budget du port? Pardon? Pourquoi ce n'est pas sur le budget du port? Si, c'est sur le budget du port. Je pense que c'est sur le budget du port. Parce que c'est une décision du maire. Sûr. Ok, merci. Et pour finir, pour moi, la 239, s'il vous plaît, juste en dessous. Approbation d'un devis relatif à la fourniture de panneaux en fibre de bois pour la piscine par la société Pelletier Bois pour un montant de 58 844,80 €. Ah, il y a un 8 en trop. Ouais. Ah, ouais. C'est mieux. Oui, ça faisait mon cher panneau de bois. Pour autant, ça va où et c'est pour quelle piscine? J'y étais cet après-midi là. Donc c'est les plages provisoires qui avaient été réalisées autour du bassin autoporté là, en liaison avec les anciennes plages en carrelage. Oui. Il y avait un espace avec un peu d'échafaudage tubulaire là, et puis des poutres en bois. Donc c'est tout le platelage qui était fatigué quoi. Donc on remplace. Ça marche. Merci. Il n'y a pas d'autres questions sur la décision du maire. S'il n'y a pas d'autres questions, il reste 2 petites informations. Madame Béziel. Bien. Alors, dans la rubrique Les infos de Mumu, je voudrais simplement donc que vous preniez note. Dimanche prochain, la traditionnelle fête Dinard en fête à Saint-Alexandre. Excusez-moi. De 9h à 18h, entrée libre, avec des animations et des ateliers, entre autres la braderie des enfants, les ateliers breakdance, l'initiation au cirque, l'atelier Imagine ton quartier en briques, atelier Jada partagé, atelier pédagogique autour de la biodiversité, atelier Fabrique ton set de table, initiation aux échecs, jeux traditionnels avec la caravane à bois, et
des spectacles, des concerts de Luz et le faiseur de chansons, le spectacle Le Comic Show et le spectacle Zwift. Cette année, il y a une petite amélioration, je dirais. Il y aura 2 food trucks sur le site. Il y aura un food truck de galettes saucisses et un food truck dédié aux acras de morue, entre autres. J'espère que comme ça, il n'y aura pas cette foule qu'il y avait eu l'année dernière et où le food truck avait eu du mal à servir les gens. Donc, j'espère vous voir nombreux à Dinard en fête dimanche prochain. Ensuite, le 16 septembre 2025, je réitère, le CCAS, excusez-moi. Le CCAS réitère le code de la route, de remise à niveau du code de la route au COSEC, donc à partir de 15 heures, en partenariat avec l'auto-école Noblet. Pour mémoire, et j'espère qu'on fera mieux cette année, l'année dernière, 102 personnes sont venues se remettre à niveau sur le code de la route. Ensuite, le 24 septembre, un après-midi dansant avec Emmanuel Roland, donc de 14h à 18h au COSEC également. L'année dernière, nous avons eu 43 personnes, mais l'année dernière, il faisait beau. Donc je me dis que les gens ont préféré, enfin au dernier, c'était au mois de juin, il faisait beau. Bon, je mets ça sur le compte du beau temps en Bretagne. Ensuite, le 12 octobre 2025, Octobre Rose. Donc, Octobre Rose, 2 parcours traditionnels, le 3 et le 6 kilomètres. Et cette année, le CCAS a essayé d'innover, innover. Il va y avoir un petit village dans lequel Madame Lemonnier Delphine s'est associée avec nous pour des démonstrations d'autopalpage et également de la vente de produits dérivés, mais qui sont donnés par la Ligue contre le cancer. L'année dernière, en 2024, il y avait 350 personnes, donc j'espère que cette année, on va faire mieux. Et nous avons eu une recette de 2617 € sur Dinard. Et toujours en 2024, que pour le département 35, je dis bien que pour le département 35, il a été récolté 161 679,95 €. C'est pour votre information. Les 95 sont très importants, Philippe. Et puis, nous sommes entrés depuis le 6... Non, nous allons rentrer décidément dans la semaine nationale des retraités, ce qu'on appelle également la semaine bleue. Qu'est-ce que j'ai dit? Tout va bien. Tout va bien. Donc, ce sont diverses animations qui sont proposées sur l'ensemble des villes de la côte d'Émeraude, en partenariat avec le CLIC. Et pour Dinard, nous mettrons en place un jeu de piste à l'extérieur au COSEC de 14h à 17h pour les seniors, puisque c'est la semaine bleue pour les retraités. Mais ce jeu de piste pourra également être effectué par des personnes à mobilité réduite, je tiens à le préciser. Donc voilà, les infos de Mumu, c'est terminé pour ce mois-ci. Merci Madame Mumu. Prochain conseil municipal, donc le 13 octobre, la séance est levée. Je vous souhaite à toutes et tous une belle soirée. Merci.